En direct du Resto-Bar Le Melchior, vous écoutez le balado Les Prods. Donc, Vincent Cloutier, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, on va dire au niveau économique, peut-être j'aimerais ça que vous me parliez de vous, peut-être votre parcours, votre expérience, puis qu'est-ce qui vous a mené un peu à l'agroéconomie finalement? Merci de me recevoir, Adèle. Premier élément, on se tutoie, s'il te plaît. OK, parfait. Dis-moi dessus. Écoute, j'ai grandi sur la Rive-Sud de Québec, puis c'est à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à travailler sur une ferme, la ferme de mon oncle, Ghislain Cloutier, que plusieurs connaissent dans le monde agricole. Et j'ai travaillé là de l'âge de 13 à 23 ans, et c'est ce travail d'études-là qui m'a mené vers mes études en agronomie et vers une carrière professionnelle full agriculture. Fait que je suis un agronome d'asphalte, j'ai grandi en banlieue, mais à partir de l'âge de 13 ans, ma vie a beaucoup rimé avec l'agriculture. OK. Puis il n'y avait pas un intérêt d'avoir une entreprise agricole comme telle ou c'est juste que ça ne s'est pas dessiné comme ça? Probablement que si mes parents avaient été agriculteurs, j'aurais pris la relève. OK. Ouais. Je ne sais pas si j'aurais été bon, dans le sens où je suis un gros travaillant, je fais un job. Est-ce que j'aurais été un bon entrepreneur agricole? C'est deux questions bien différentes. Hein? Mais j'adore ça. D'ailleurs, je me fais exploiter par une petite érablière à tous les printemps. Là. Fait que j'adore ce travail-là. Mais comme peut-être je n'avais pas le guts d'un démarrage non apparenté. Puis, regarde, je regrette rien parce que la plus belle job en agriculture au Québec, celle qui pourrait le mieux correspondre à ce que je suis et à ce que j'aime, c'est celle que j'ai là. Donc, écoute, c'est gagnant-gagnant. Puis peut-être, là, on dirait que ça me fait penser, tu sais, dans ton vécu, justement, en termes d'agroéconomie, justement, peut-être le fait qu'on prend pour acquis que la relève qui est née sur l'entreprise va reprendre la ferme, finalement. Est-ce que des fois, c'est un enjeu peut-être pour les producteurs au niveau, justement, de ce qu'on est fondamentalement? Tu sais, tu l'as dit, peut-être que tu n'aurais pas été un bon entrepreneur agricole. Est-ce que les gens, peut-être, se posent pas assez cette question-là? C'est une question qui est archi fondamentale dans le sens où être producteur ou productrice, ça va bien au-delà, c'est un cliché, là, mais ça va bien au-delà de semer du maïs ou traire une vache. Donc, gestion des ressources humaines, gestion stratégique d'une entreprise, gestion financière, l'éventail de compétences qui est nécessaire pour être performant dans ce métier-là, il est fascinant. Le niveau de complexité, il est extraordinaire. Donc, moi, je suis très admiratif de la communauté agricole. Puis, c'est avec beaucoup d'humilité que je la côtoie, tout en me demandant, est-ce que j'aurais été capable, est-ce que j'aurais été bon, moi, pour assurer l'essor d'une entreprise agricole au fil des années, au fil des décennies, d'avoir été une génération parmi d'autres, peut-être? Je sais pas, mais c'est extraordinairement exigeant et il faut se poser les bonnes questions avant de s'investir dans ce métier-là qui est, soit dit en passant, l'un des plus beaux, sinon le plus beau. Oui, définitivement. Puis justement, qu'est-ce qui, dans ton parcours, t'a gardé un peu accroché à l'agriculture? Parce que peut-être que oui, il y a eu un intérêt, on va dire, à 13 ans, puis un peu plus tard, mais qu'est-ce qui fait que l'agriculture te passionne assez pour dire que tu as continué toute ta vie, finalement, dans ce milieu-là? Je dirais, ce qui a fait que je suis resté attaché tout le temps, je dirais, Adèle, l'esprit communautaire. On parle beaucoup de la communauté agricole. Donc, je me sens chez nous dans ce milieu-là, même si je ne suis pas agriculteur moi-même, sinon de la fin de semaine. Et l'esprit familial, la connexion, pour moi, a toujours été très, très facile. Je me suis toujours senti bien accueilli dans ce milieu-là. C'est un peu un milieu d'adoption pour moi parce que je n'ai pas grandi sur une ferme. Donc, cet esprit communautaire-là, c'est ce qui m'a toujours gardé groundé. Puis, en tant qu'agroéconomiste, qu'est-ce que tu fais de tes journées? On te voit souvent justement dans les médias, dans des événements pour parler un peu d'économie au niveau agricole, mais ça ressemble à quoi une journée? Moi, le travail qu'on me confie à la banque, Adèle, c'est de comprendre ce qui se passe dans le lait, dans le porc, dans le grain, dans le légume, ici comme ailleurs, de façon à comprendre que notre clientèle vit, le risque auquel elle est exposée et l'impact que ça peut avoir sur notre portefeuille. Et aussi de contribuer à orienter, dessiner certaines stratégies qu'on peut prendre pour toujours mieux servir notre clientèle. Donc, cet hiver-là,
comme beaucoup, moi, j'ai été, en tant que citoyen, assez déstabilisé par un environnement d'affaires, mettons, nouveau. Oui. L'administration Trump a changé la game. Donc, en tant que citoyen, j'ai été déstabilisé. Mais, confidence, j'ai vécu mon plus bel hiver professionnel depuis toujours, probablement. J'imagine. Analyse-moi ça, mon maître. Qu'est-ce qui se passe? Là, les tarifs, ça veut dire quoi? Les pressions sur la gestion de l'offre, est-ce qu'elles sont petites, moyennes, grandes? Bref, d'analyser, d'essayer de comprendre ça. J'ai eu beaucoup de plaisir là-dedans. Fait que c'est le travail que l'on me confie. Et en même temps, oui, je garde ou j'essaie de conserver un dialogue constant avec la communauté agricole. Je dirais que c'est le bout de ma job que je préfère. Oui, bien, c'est ça justement, j'allais te demander, qu'est-ce qui te passionne ou qu'est-ce qui t'allume dans les interventions que tu fais, mettons, ou quand tu as un rôle de conférencier plutôt, qu'est-ce qui te garde, qu'est-ce qui fait que tu aimes ça finalement? On m'invite, oui. Donc, venez nous parler d'économie agricole, venez nous parler de ce qui se passe dans le porc, dans le grain, dans le lait. Moi, ce que je préfère, c'est d'arriver avant, de rester après, d'échanger avec la communauté agricole. Ce sont, moi, mes meilleures journées de formation. On peut lire bien des choses, on peut analyser bien des données. Pour comprendre ce qui se passe, il faut être en contact avec la communauté agricole. Fait que moi, ce contact-là, c'est ce que je préfère dans ma job. Puis justement, si on en parle de ce contexte économique, politique particulier, comment va l'économie agricole en ce moment? Qu'est-ce qu'on remarque? C'est quoi les tendances actuelles? On sort d'un bout tough. Les 2 ou 3 ans de hausse marquée et subite de taux d'intérêt, ça a été quelque chose. Ça a été quelque chose pour l'ensemble de l'économie. Ça a été quelque chose pour les consommateurs, pour les emprunteurs hypothécaires, mais le monde agricole, il se distingue de plusieurs façons, mais particulièrement, ça prend beaucoup de capital pour générer du revenu en agriculture. Donc, ça prend du quota des terres, ça prend un parc de machinerie, etc. Et lorsque le coût du capital double ou triple de façon quasi subite, comme ça donne un coût. Donc, ça a été marquant. On sort graduellement de cette phase-là. Il y a d'autres défis qui s'en viennent. On reparlera possiblement un petit peu de tarifs puis de révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique parce que c'est les enjeux de l'heure ou des prochains mois. Mais globalement, là, on regarde tout ça, là, la gestion de l'offre va bien, Adèle. Le secteur du porc, il va bien au moment où on se parle, au mois de juin 2025. Le prix des bovins est plus élevé que ce qu'on n'a jamais vu. On est sorti des gros sommets de prix de grains de 2022 ou à peu près, mais quand même, on a vu des moments pires que ça. Donc, globalement, l'agriculture se porte bien. Le défi de l'heure, le talk of the town, comme on dit, c'est le printemps qu'on a eu. Ça montre un autre défi. Je veux dire, on a beau être prêt à tout, ça reste que quand Dame Nature ne collabore pas, on est le 3 juin aujourd'hui, puis il y a encore beaucoup de champs qui ne sont pas encore semés. C'est les réalités de l'agriculture. Oui, puis on dirait que c'est soit tout ou rien dans les dernières années, soit trop chaud, trop froid, trop de pluie, pas assez de pluie. Les régions aussi, en fonction de ça, sont impactées. Mais justement, on en a parlé un peu de certaines productions, mais s'il y en a d'autres qui se démarquent peut-être mieux que d'autres en ce moment ou que de façon générale sont un peu plus stables? Ce qu'on voit là, particulièrement présentement, là, une situation très différente dans le porc et dans le bœuf que ce que l'on voyait il y a quelques années. Donc, parce que gestion de l'offre, c'est assez stable. Petit train va loin, bref. Mais on sort de 2 années extrêmement difficiles de réduction de la production dans le porc. Et le porc est un acheteur de grains. Donc, ça a été costaud lorsque le prix du grain a atteint des sommets historiques. Et dans le bœuf, le prix des animaux vivants a plus que doublé au cours des dernières années. C'est assez fascinant. Donc, c'est des réalités cycliques, tournantes. Parfois, ça va bien, parfois, ça va moins bien. Mais là, présentement, c'est ces réalités qu'on observe dans ce secteur-là. Puis c'est ça, on a parlé justement des principaux défis. Est-ce que en ce moment, au niveau de l'actualité, est-ce que les taux d'intérêt, c'est toujours un enjeu pour les producteurs en ce moment? Ce serait quoi peut-être les facteurs à regarder
pour l'économie, je veux dire, de façon générale en agriculture? Ce qui sont les enjeux de l'heure présentement, bon, comme on est en période, il y a eu plusieurs baisses de taux successives au cours des derniers mois. La tension s'est calmée à ce chapitre-là, mais on a parlé de tarifs à peu près tout l'hiver, puis on a probablement pas fini d'en parler jusqu'à la mi-mandat de l'administration Trump. Probablement qu'on va en parler encore beaucoup. On ne sait pas comment ça va virer, puis je ne suis même pas sûr que lui sait comment il va faire virer sa stratégie. Donc, et pour une agriculture comme la nôtre, qui est fortement exportatrice, on exporte beaucoup de porc, on exporte beaucoup de bœuf à l'échelle canadienne, on exporte du blé, on exporte du canola, on exporte du sirop d'érable. Donc, lorsqu'on est dans un environnement de guerre tarifaire, de règles commerciales bafouées, c'est préoccupant. Donc, il faut qu'on prenne acte de ça. Il y a un portrait, un profil de risque qui change. Et ce qui sera l'enjeu qui va retenir beaucoup l'attention au cours des 6 à 9 prochains mois, révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Est-ce que ce sera une révision, Adèle? Est-ce que ce sera une renégociation totale? Je le sais pas. Ce que je sais, par exemple, c'est qu'on va parler de gestion de l'offre dans les médias à toutes les semaines. Je nous demande, est-ce que c'est une menace ou est-ce que c'est une opportunité? Je suis de ceux qui voient l'opportunité là-dedans. L'opportunité de parler du système au public, aux consommateurs, l'opportunité de lui expliquer une fois de plus en quoi le système ou pourquoi il fonctionne bien depuis à peu près 60 ans maintenant. Bien sûr, il y aura des pressions, il y aura des changements. Est-ce que ces pressions-là sont susceptibles de jeter le système à terre? Je ne le pense pas du tout, du tout. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le système est à risque. Il y aura des choses qui vont changer parce que le lobby laitier américain a des doléances, mais ces doléances, c'est pas scraper le système, c'est pas ouvrir le marché au complet, ce n'est pas ça. Donc, il faut, j'utilise l'expression prendre notre gaz égal. Prenons notre gaz égal, prenons un grand respire, pas de panique, le système, il est solide, il en a vu d'autres. Bien, on dirait que ça me fait penser, tu sais, je sais pas, dans ta carrière, on s'entend, là, je veux dire, faire des prévisions, des perspectives économiques, c'est jamais une science qui est nécessairement fiable, mais est-ce qu'en ce moment, c'est une période où tu trouves que c'est le plus instable? T'sais, as-tu déjà vu pire? As-tu déjà vu mieux dans la circonstance politique en ce moment? On dirait, je me dis, il n'y a rien de clair, comme tu as dit tantôt, pour personne, ni même pour le président américain. Fait qu'est-ce que ça vient rendre plus difficile ton travail? Question fort intéressante. Le rendre plus difficile, je sais pas. Plus le fun, oui. C'est très égoïste à dire. Je comprends. Un environnement instable, l'économiste agricole aime ça. Oui, mais un pompier veut qu'il y ait du feu, là, quelque part. Fait que ça revient un peu à ça. Hein? Alors, mettons, je dis, ça fait 25-30 ans que je suis dans le milieu. Je suis plus vieux que ça, mais bref. Je n'ai jamais observé un environnement aussi politiquement instable, aussi climatiquement instable aussi. Là, ça change tout ça. Donc, oui, ça impacte l'agriculture, surtout nos secteurs exportateurs qui ont à vivre dans un environnement globalisé et exporter aux États-Unis, au Japon, en Corée, en Chine, dans des règles commerciales changeantes. Tout ça est déstabilisant. Mais à l'égard de la gestion de l'offre, Adèle, moi, là, ça fait, mettons, je reprends là, mon 25 ans que je suis dans le milieu, là, j'ai entendu la gestion de l'offre mourir à peu près 50 fois. Là, là c'est assez. Là, c'est pas un chat à 9 vies. Là, c'est un système de politique agricole solide. Et les pressions qui s'exercent sur lui, le système, ne sont pas aussi fortes qu'elles l'ont déjà été. J'ai déjà, moi, observé des périodes où les pressions ont été plus vives que ça. Lors, par exemple, de la signature du PTPGP en octobre 2015, c'était clair. Là, il y avait des nouveaux contingents. Et quand je parle de contingents, c'est les quantités de produits qui peuvent être importés ici sans tarif. C'était clair qu'il y en avait des nouveaux, des supplémentaires. On ne pouvait pas s'en sauver. Là, dans le cadre de la révision de l'ACEUM, il va y avoir des changements aux contingents existants.
Ouais. Le lobby laitier américain est très, très vocal sur la propriété des contingents, sur leur description, sur la façon dont ils sont administrés. Ouais. Ils ne disent pas « on veut des nouveaux contingents, des nouveaux accès, on veut des accès aux contingents existants ». Bref, j'ai déjà vu des périodes pires que ça. OK. Et moi, ça me conforte dans le message de prenons notre gaz égal. Puis je veux rien minimiser. Ouais. Je veux mettre les choses en perspective parce que je sais tout à fait, moi aussi en tant que citoyen là, et en tant que professionnel de l'agriculture, je suis déstabilisé par les mouvements erratiques Ouais. de l'administration Trump. Ouais. Ça me trouble tout ça. Mais en même temps, je vois une demande alimentaire qui est croissante et je vois les fondements d'un système de gestion de l'offre qui sont solides. Ouais. Prenons notre gaz égal. Oui, il y a peut-être, par contre, pas la crainte, mais on l'a vu déjà avec les tarifs, les mettre, les enlever, que déjà, juste les intentions du président américain font en sorte que les marchés sont déstabilisés. T'sais, même si le tarif n'est pas imposé, juste envisager un tarif vient tout déstabiliser. Fait que là, à ce moment-là, quand il y a des simples paroles qui viennent un peu brasser les cartes comme ça, j'imagine que ça doit... on peut comprendre les gens d'être un peu plus craintifs, j'imagine, là-dedans. Bien sûr, et les fondamentaux de l'économie le disent. Ouais. Tarif ou pas, l'expectative de Oui, tarif c'est ça. ou l'incertitude que tu évoquais là, à très, très juste titre, ça suffit pour qu'on prenne un pas de recul et qu'on n'investisse pas. Et ça peut générer des ralentissements économiques, ça retarde des projets. Ouais. C'est extrêmement néfaste. Alors, on est dans cet environnement-là actuellement, possiblement pour un bout de temps. J'ai l'espoir que les choses changent aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Si la tendance se maintient, les élections donc, de mi-mandat en novembre 2026 suggèrent des victoires démocrates massives. Là. Ouais. Je me garderais bien de dire si je les espère ou non. Mais bref, d'ici là, le président américain, il a les coudées franches, ou pas mal franches, trop franches au dit de certains. Donc, il faut s'attendre à tout d'ici là. Puis on est dans un environnement d'incertitude qui est très déstabilisant et désagréable. Bien, justement, dans ce contexte-là, ce serait quoi peut-être les outils ou les indicateurs peut-être auxquels les producteurs devraient ou peuvent se référer justement pour avoir un aperçu de la situation, sans nécessairement vous avoir avec eux dans l'entreprise? Là. Y a-t-il des éléments ou justement des plateformes qu'on peut regarder? Ou... Bien sûr qu'on reste à l'affût des marchés. On regarde l'évolution du prix des grains, puis du prix des intrants, puis c'est toujours intéressant aussi, au-delà du coût ou du prix, de regarder les performances globales du secteur, les statistiques de revenus nets, mais allons un petit peu plus précisément dans la gestion d'une entreprise agricole dans un contexte incertain, plutôt instable. La diversification sera toujours une très, très bonne conseillère. Okay. Et j'en parle à l'égard de la gestion des taux d'intérêt. Souvent, puis nous, on observe une différence dans les cultures de gestion de risque ou dans la façon de gérer ce risque-là entre l'Est et l'Ouest du pays. Okay. Les producteurs et productrices dans l'Ouest du pays ont souvent tendance à choisir des termes de prêt un petit peu plus longs. Fait que ça va être, il va y avoir moins de variabilité dans les taux auxquels ils seront exposés. Ici, historiquement, culturellement, au Québec, on a tendance à sélectionner des termes un petit peu plus courts, donc on s'expose plus à une volatilité. Par espoir qu'ils descendent ou pour quelle raison? On ne le sait pas. Bien sûr, parce qu'on se dit que, ils peuvent être plus faibles l'année prochaine, puis un taux, généralement, les taux un petit peu plus longs seront quelques dixièmes de points un petit peu plus chers, mais ils nous offrent une sécurité, une tendance un petit peu plus long terme, donc moins de risques là-dessus. Donc, c'est une différence culturelle.
Je ne dis pas ça comme une critique, c'est un simple constat que je fais et c'est un constat qui s'explique. Pourquoi? Parce qu'on a une agriculture ici qui est à 40% sous gestion de l'offre. Il y a 40% des recettes agricoles qui sont sous gestion de l'offre, donc stable, prix établi partiellement en fonction du coût de production. Donc, on est un petit peu mieux sécurisé. On gère le risque un petit peu différemment. Et dans d'autres secteurs, que ce soit les grains, que ce soit le porc, que ce soit le bœuf, bien, il y a soit l'ASRA ou bien des programmes comme Agri-investissement, Agri-Québec, Agri-Québec Plus, qui sont des bonifications des programmes fédéraux. Donc, on a une politique agricole plus interventionniste qu'ailleurs au Canada. Bien, ça contribue aussi à la culture de gestion de risque qui s'est installée au fil des décennies. Il faut, je pense, aller un petit peu plus loin et se demander, là, en diversifiant mes termes ou en gérant mes marges de telle façon, est-ce que je peux diminuer mon risque? Dans un environnement instable comme ça, c'est des questions qui sont doublement importantes. Oui, je comprends. Puis, justement, peut-être, qu'est-ce que ce serait un conseil que tu pourrais donner aux producteurs, productrices agricoles en termes économiques dans une situation un peu instable, justement? Qu'est-ce que tu conseilles aux gens dans une période comme celle qu'on vit? Je vais répéter une fois de plus le mot diversification qui est fondamentale et aussi gestion proactive des marges. Je m'explique, par exemple, dans le secteur porcin ou dans le secteur bovin ou dans le secteur céréalier, qui sont des marchés ouverts, là, non? Il y a des prix que l'on peut sécuriser pour les prochains mois et on peut en même temps sécuriser le prix de certains intrants avec des stratégies d'achat conséquentes. Donc, de cette façon-là, on peut sécuriser certaines marges. Lorsqu'il y a des marges intéressantes que l'on observe, bien, je pense que c'est important d'évaluer la possibilité d'en sécuriser une portion. Peut-être pas au complet, mais sur la moitié de sa production, je sais pas. T'sais. Fait que de cette façon-là, on se prémunit contre les risques de l'environnement d'affaires. Il y a peut-être à un moment donné un grand chelem qu'on ne fera pas, mais il y a peut-être des fois où on ne sera pas retiré au bâton non plus. Donc, tout est une question de moyenne au bâton. Puis là, je pose la question, peut-être que c'est pas dans ta talle, là, mais ça m'amène peut-être à demander, quand on parle justement d'avoir ou bon, les terres, puis après ça avec la relève, est-ce que tu considères qu'il y a peut-être un travail aussi à faire en amont avant la retraite avec l'augmentation du coût de tout pour un transfert? C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une certaine génération qui s'est beaucoup assis sur le prix de ses terres, le prix de son entreprise pour prendre sa retraite, justement. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être à faire avec ça pour planifier un peu quelque chose de plus sécure? Là? Mon confrère Philippe Forestier, que je salue, vous dirait qu'un transfert, ça prend au moins 10 ans à préparer. Et le transfert implique une double préparation, une préparation évidemment des repreneurs qui veulent s'investir à long terme dans l'entreprise et des cédants qui très souvent demeurent partie prenante à la vie de l'entreprise pendant longtemps parce que c'est leur trip, c'est leur vie. Et en même temps, bien, ils ont besoin de certains revenus pour vivre et peut-être faire autre chose que de l'agriculture, ce qu'ils ont fait toute leur vie. Donc oui, ça commande une préparation longue et très attentive. Il ne faut pas hésiter à aller chercher l'aide nécessaire. Il y a des spécialistes dont c'est le métier faire ça. Bien, justement, c'est quoi le rôle que peut jouer un conseiller agroéconomique justement dans la planification soit d'une planification stratégique ou une je cherche le mot, mais une expansion, par exemple, dans une entreprise. C'est quel rôle il peut avoir? Moi, je dis souvent, Adèle, notre job dans les institutions financières, là, on n'est pas dans une job de taux, on n'est pas dans une job de prêt ni de dépôt, on est dans une business de monde. Notre job, c'est d'accompagner des gens, de comprendre quelles sont leurs aspirations, quelles sont leurs stratégies et de les accompagner dans la matérialisation de cette stratégie-là. Fait que notre job, c'est d'échanger, d'accompagner, de soutenir, comprendre la stratégie,
La stratégie, ce n'est pas la nôtre, évidemment, c'est celle des producteurs et productrices, mais nous, on en est partenaire de cette stratégie-là. Ouais. On est fiers de l'être et on croit fondamentalement dans cette business-là. Fait que notre job, c'est de générer de la conversation, d'accompagner, afin de faire en sorte que l'orientation stratégique de l'entrepreneur ou l'entrepreneuriat soit claire, puis que nous autres, on puisse suggérer les bons outils pour que cette vision-là se matérialise. Puis on parle de vision, on peut accompagner les productrices, producteurs là-dedans, mais justement, à quoi tu penses que ça va ressembler l'économie agricole dans un avenir, bon, je veux dire, moyen terme, 5-10 ans? Tu sais, on le sait qu'on a de la misère à le prévoir. Encore plus peut-être dans le contexte actuel là, avec une situation politique instable, puis on sait que c'est intimement lié, mais qu'est-ce que tu vois pondre pour l'avenir? Prévoir la météo pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines, c'est à peu près impossible. Ouais. Prévoir les grandes tendances de 5 ans, 10 ans, ça peut peut-être être paradoxal, mais c'est plus facile. OK. Je prends juste l'exemple du changement climatique. Là. Ça se réchauffe et il y aura plus d'épisodes extrêmes. Ouais. Ben, dans notre monde, je fais ce genre de parallèle-là. Donc, les marges vont continuer de se pressuriser. Là. Ça fait 100 ans que ça se produit. OK. Okay? Ouais. Donc, l'avancement technologique va faire en sorte que la productivité des vaches, puis des porcs, puis des champs va continuer d'augmenter. Ça va faire en sorte que la technologie va continuer de s'installer sur les entreprises et les exigences des consommateurs, c'est plate à dire, là, mais ça ira pas en reculant. Non, ça, là. ouais. Donc, en termes de bien-être animal, en termes d'empreinte carbone, moi, que Donald Trump dise que le changement climatique n'existe pas, ça ne change rien sur ce qui s'observe dehors et sur les attentes éventuelles des marchés en termes d'empreinte carbone. Ça va peut-être prendre juste un petit peu plus de temps avant que ça se concrétise dans nos vies ou sur les marchés, mais ça ne changera pas. Donc, on a à la fois une agriculture ou des marchés qui vont être prometteurs. Il y a plus de monde sur la Terre, ils vont devoir manger, puis ils ont besoin de nous au Canada pour les nourrir. Et pressurisant. Pressurisant parce que, oui, il va falloir faire plus avec moins et il y a des exigences croissantes en termes de bien-être animal, de carbone, de salubrité, etc., qui ne s'en iront pas en reculant. Non, puis on n'aura pas les producteurs n'auront pas le choix non plus de se conformer à certaines normes agro-environnementales, autant pour les attentes sociétales que pour la réalité, finalement, des changements climatiques. Là. Ben, on le voit, tu sais, dans le port, à partir de 2029, les truies devront être élevées en groupe. À partir de 2027-2029, il y a des exigences aussi dans le lait, sur les parcs de vêlage, etc., les petits veaux. Bon. Donc, cette roue-là, elle tourne et on la voit tourner depuis longtemps. Je vois mal pourquoi ou comment elle se mettrait à tourner plus lentement. Ouais. Faut être lucide, je pense, là-dessus. Ce sont des pressions que l'on a de tout temps observées et qui risquent de se poursuivre. Oui. Puis justement, peut-être en terminant cette portion-là, qu'est-ce que ce serait un message que tu aurais à donner aux productrices, producteurs dans une situation économique un peu instable, puis pour l'avenir finalement, comment bien se préparer ou un conseil que tu aurais pour eux? Moi, je dirais, faisons-nous confiance. On est excellent, je trouve, à s'inventer des raisons d'être anxieux. Et d'être aux aguets, d'être méfiant, c'est une chose. Ouais. Quand cette méfiance-là ou ces aguets-là se mutent en une certaine anxiété, puis que là, on perd confiance, là, ça va trop loin. Ouais. Faisons-nous confiance. Nous faisons confiance dans l'entrepreneuriat agricole québécois et canadien. Nous faisons confiance dans nos politiques agricoles. Nous faisons confiance dans l'accompagnement de l'État québécois dans notre agriculture. Bref, on a de multiples raisons d'être confiants. Faisons-nous confiance. Maintenant, Vincent, j'aimerais ça qu'on termine l'épisode avec des questions ludiques. Je les pose souvent, en fait, à mes intervenants pour les témoignages agricoles, mais comme on te voit souvent dans justement des événements ou, comme je disais, dans les médias, un côté très, je veux dire, professionnel, agroéconomique, j'aimerais ça qu'on
qu'on y aille un peu avec des questions un peu plus, je dis personnelles, là, rien de douteux, mais pour apprendre à mieux te connaître autrement. Avec plaisir. Si c'était à refaire et que tu devais changer de métier, tu t'en irais vers quoi? Premièrement, si c'était à refaire, je referais la même carrière, les mêmes études, mais je n'éluderais pas la question. Quel aurait été mon choix numéro 2? Il y a une profession qui me fascine, qui est à des années-lumière de celle que je fais, pilote de bateau sur le Saint-Laurent. Oh! Moi, les pilotes de bateau qui prennent un cargo, mettons, je sais pas, à Rimouski, puis qui l'amènent à Québec, là, avec la gestion des courants et tout, puis ça me fascine. J'aurais assurément adoré ce métier-là. Trop vieux maintenant pour me lancer dans des changements comme ça. Mais j'ai réalisé un rêve récemment, un bien petit rêve, mais bref, j'ai obtenu l'année passée mon permis de conduire classe 2. Fait que pour chauffer des autobus. Et dans une seconde carrière, puis je n'ai encore pour un bon bout de temps à faire ce que je fais là, j'adore ça. Mais je veux éventuellement chauffer des bus voyageurs, partir avec un groupe de touristes, aller au Manoir Richelieu ou à Toronto. Et puis, voilà, j'aime ça. J'ai toujours aimé conduire des gros véhicules. Et je veux pas conduire des vannes puis être tout seul à aller jusqu'à Saskatoon. Non, je veux être avec le monde. Donc, chauffeur de bus voyageur qui sait. Fait que, bref, j'ai une première étape de fait. J'ai le permis de classe 2. OK, bon, mais c'est parfait, mais je trouve ça vraiment le fun. Mais as-tu le mal de mer? Ça serait correct en bateau ou c'est... Je pense que ce serait correct. Je pense que ce serait correct. Parce qu'il y a quand même ce degré-là, peut-être, ce niveau de difficulté-là, on va dire, à passer pour le bateau. Ton fruit, ton légume préféré? Le fruit préféré, indiscutablement, c'est la framboise. Quel fruit, ma foi, parfait. Et puis, légumes préférés, je dirais des haricots jaunes crus, là. C'est rare, là, mais je mange ça comme des chips. C'est vraiment bon. Des haricots jaunes crus. Alors, voilà. Jaunes, parce qu'ils sont plus sucrés que les verts, peut-être? Peut-être, je sais pas. Puis j'ai rien contre les verts, mais, crus. Tu me donnes les deux. Oui, absolument. Donc, la saison s'en vient où il y en aura dans les marchés publics, là. Donc, voilà, j'ai déjà hâte à ça. Dévaliser les marchés publics de haricots jaunes. Une production agricole chouchou? Indiscutablement, la sériculture. OK. Indiscutablement. Puis, d'ailleurs, si c'était à refaire, s'il y avait une production dans laquelle j'aurais peut-être pu ou dû faire des efforts pour partir non apparenté, ça aurait été la sériculture, le travail forestier. Pour moi, là, j'adore ça. Je fais d'ailleurs une petite micro-érablière dans les cantons de l'Est. Et puis, j'adore y passer du temps. Quelle production fantastique. Bien, ça, est-ce que ce serait peut-être un complément aux autobus voyageurs d'avoir quelque chose d'un petit peu plus prospère, mais un petit peu plus gros à la retraite, peut-être? Oui. OK. Oui. Puis, d'ailleurs, s'il y a une compagnie, maintenant, qui a besoin de mes services pour conduire des bus voyageurs, je vais dire qu'entre le 1er mars et le 15-20 avril, je ne suis pas très disponible. Mais au final, c'est quand même pas si grave parce que souvent, les voyages organisés comme ça, l'été, très populaire aussi quand même. Là, fait que ça serait un beau mix. Il y a un fit, là. Oui, il y a un fit, définitivement. Un plaisir coupable? Manger des chips et boire une bonne bière avec mes chums de vélo en revenant d'une sortie de vélo. C'est peut-être pas si coupable que ça parce qu'après 100 km de vélo, mettons, on la mérite, la bière. Là, mais ce sont des moments, pour moi, qui sont riches et privilégiés. Puis sur les chips, je plaide coupable. OK. Puis, justement, j'allais demander un sport préféré ou un passe-temps. Est-ce que ce serait le vélo ou il y a un autre... Le vélo de route, j'adore ça. De la randonnée pédestre aussi, du ski de fond l'hiver. Puis l'autre exercice physique que j'adore, les travaux forestiers. Oui. Avec une scie à chaîne des mains, puis tout l'équipement de protection approprié, évidemment. J'adore ça. Mais c'est un travail physique, hein? Tout à fait. C'est pour ça. Une qualité, un défaut que tu as? Je me considère comme un gars très loyal. Quand je dis quelque chose, je pense que je suis digne de confiance. Je suis impatient. Je suis impatient. Et mes excuses à tous ceux et celles dont l'impatience, bref, je suis impatient. Bon, moi, on l'assume.
J'imagine que tu réussis à prendre des vacances dans ton horaire chargé. Oui, si oui, oui, qu'est-ce oui. que tu aimes faire? Oui. De la pêche en famille, ça, j'adore OK. ça. Cet été, on va aller taquiner le doré là-bas, puis taquiner le saumon OK. là-bas. Et puis, des voyages de vélo, un voyage de vélo par année, OK. ça, j'adore ça. Et cette année, le voyage de vélo nous amène dans les Alpes au début du mois de septembre. OK. Ton plus beau souvenir en lien avec l'agriculture? Je te dirais, Adèle, à l'été 2001, j'avais passé l'été sur une entreprise agricole en Ontario. OK. Et puis, on faisait les foins en silage, etc. Puis, les soirées et les nuits où Ouais. on a fait les fourrages, tout le monde ensemble. Le propriétaire, Jimmy, était sur la fourragère, sa mère était sur le hagbag, et puis moi, je charriais des voitures dans le silage. Cet esprit-là Ouais. d'équipe au milieu de la nuit, j'adorais ça. Ouais. J'adorais ça. Et puis, ouais, probablement que j'aurais été un producteur agricole heureux. Je réitère, je ne sais pas si j'aurais été bon, OK. mais j'aurais été heureux. Puis c'était dans un contexte en particulier? Pourquoi en Ontario? Bon, j'allais là-bas essentiellement pour parfaire mon anglais. Fait OK. que j'avais passé l'été là-bas, puis ces gens-là sont demeurés des amis. Puis je Ah ne ouais? vais jamais en Ontario, dans ce coin-là, sans passer leur dire bonjour, évidemment. Est-ce qu'ils t'appellent pour des conseils des fois ou des Oh. des petites perspectives économiques? On s'appelle plus, mais on se texte. Fait que OK. oui, absolument. Ta plus grande fierté professionnelle ou personnelle? Ben, personnel, comme beaucoup de parents, notre grand garçon de 16 ans qui se porte super bien en secondaire 4, bref. Et puis, professionnel, je dirais, c'est peut-être pas une fierté, mais un grand privilège que j'ai eu au fil de ma carrière. J'ai passé 12 ans en tout et partout dans la grande famille de l'UPA. J'ai passé 6 ans dans le mouvement coopératif québécois, Solio, Coop fédéré à l'époque. Et ça fait 5 ans que je suis dans le monde financier pour la Banque nationale. Donc, ce grand privilège-là d'avoir connu ces trois réalités-là, je pense que ça m'a permis d'avoir une vision très globale de la situation. Fait que c'est à la fois peut-être moins une fierté, mais qu'un grand privilège. Oui, mais je comprends, non, ça peut être définitivement considéré comme une fierté. Puis, en terminant, une chose que tu veux absolument faire une fois dans ta vie? Du trek en très haute montagne, OK. que ce soit dans l'Himalaya ou dans les Andes, aller le Machu Picchu au Pérou. Donc je veux absolument faire ça avant qu'il ne soit trop tard. Fait Oui. que, Est-ce que tu as déjà fait des voyages de ce type-là, peut-être à moins grande échelle ou... Bon, beaucoup de randonnées dans le nord-est des États-Unis et au Québec, mais des grands treks à l'international, pas encore. OK. Mais des voyages, mettons, où tu dormais dans une tente, puis avec... J'ai fait, pendant plusieurs jours? j'ai fait beaucoup de canot camping avec, OK. avec des amis, Ouais. mais au Québec, toujours. Mais le trek en haute montagne, 3, 4, 5, 6 000 mètres, avec le défi que ça pose aussi, on ne sait pas comment on va réagir à l'altitude, ça, j'ai hâte à ça, ça me tente de faire ça. Vincent Cloutier, merci Merci beaucoup d'avoir participé à l'épisode. C'était vraiment intéressant. Puis j'espère que les gens ont appris à te connaître autrement à travers les trucs et conseils en agroéconomie. Merci, Adèle, ça a été un plaisir.